Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralibia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité au retour à l'actualité qui a dominé la semaine. Une actualité dont le fil rouge est toujours cette diplomatie, cette crise entre l'Algérie et notamment la France. Vous le savez, l'Algérie, un pays tout de même qui s'isole de plus en plus. On en a longuement parlé, notamment dans le cadre du bilan d'Abdelmajid Tebboune. Plusieurs observateurs, analystes, spécialistes en politique internationale, donc évoquent le retranchement de l'Algérie avec une très mauvaise diplomatie, une très mauvaise politique étrangère notamment, liée certainement à ce degré d'illégitimité, à cette crise et cette crise en politique à l'intérieur du pays, avec notamment cette motion de censure d'un point de vue général du peuple algérien, puisque c'est un peuple qui rejette totalement ce pouvoir. Et pour cause, les derniers scrutins l'ont prouvé, notamment celui du 7 septembre 2024, lors de la dernière présidentielle, un président très mal élu. Donc cette diplomatie, cette politique étrangère, notamment avec la France, un pays pas frontalier, mais juste la Méditerranée, entre Marseille et Alger, seulement quelques kilomètres séparent ces deux pays, une histoire assez importante depuis plusieurs décennies et depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Ce je t'aime, moi non plus, mais maintenant depuis plusieurs semaines, donc des rapports et une crise très conflictuelle avec un pouvoir algérien qui, cette semaine, il va encore à cœur joie. Notamment, on va revenir bien évidemment avec le 23 janvier dernier, le Conseil de la Nation qui propose un texte qui revient sur les déchets nucléaires, un texte qui exige que la France assume pleinement sa responsabilité morale et juridique et revienne sur les préjudices causés à ces Algériens et ces Algériennes, notamment du côté de Guinée et Adrar. On va y revenir, 17 essais nucléaires entre 60 et 66, bien sûr, le pouvoir algérien. Certains partis politiques, dont le RND, se sont exprimés sur le Parlement européen. Brahim Bourali au niveau de l'Assemblée nationale qui revient sur la résolution du Parlement européen, mais pas que. Il dit clairement que l'Algérie est maître chez elle et que c'est un pays souverain. Et puis nous reviendrons aussi, il y a ce projet de texte sur la colonisation, notamment la responsabilité, clairement, remettre sur la table le projet de loi criminalisant, au-delà de la responsabilité, criminalisant le colonialisme français. Voilà, tant de sujets qui reviennent sur la table et qui sont liés, bien évidemment, directement à la diplomatie, à la politique étrangère, et notamment avec ce pays qui est la France. Pour en parler ce soir, sans plus tarder, le plaisir de retrouver mon ami confrère, important de l'avoir ce soir, Jamel-Din Benchenouf, éditorialiste politique et journaliste. Bonsoir, cher Jamel-Din. Bonsoir, Chaben. Merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci Jamel-Din d'être avec nous. Khalef Saidi est avec nous aussi, militant politique. Khalef Saidi, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir Chaben, bonsoir à toi et à toute l'équipe d'El Maralibia, et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices d'El Maralibia. Bonsoir à notre ami, cher ami Jamel-Din Benchenouf, et bonsoir à tous tes invités aussi. Et avec nous, merci Khalef Saadi, avec nous Rachid Hassani. On va bien évidemment évoquer dans quelques instants un point important qui est lié, qui est ces rencontres qui ont lieu maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, entre un pouvoir, celui d'Abdelaziz Bouteflika, celui d'Abdelmajid Tebboune, de ces partis politiques qui sont apparemment heureux de rencontrer un chef d'État qui ne leur fait pas spécialement confiance et qui n'avance pas spécialement dans un État de droit et démocratique. Avant de vous retrouver, Rachid Hassani, Jamel-Din, je l'ai promis la semaine dernière, est-ce qu'en 3 minutes, on aura le temps d'y revenir, mais peut-être 3 minutes chrono, donnez-nous envie de retrouver votre livre, première partie qui est déjà disponible. Dans les grandes lignes, vous nous faites quoi? Voyager à travers ce pouvoir, nous donner un peu la situation, comment il fonctionne. Merci Chaben de me donner donc cette occasion. Oui, en effet, donc c'est un roman, c'est une réécriture en fait d'un roman que j'avais bâclé, que je n'avais pas vraiment publié, que j'ai repris.
dont la trame, tout un chacun l'aura deviné, et ce qui s'est passé en Algérie depuis très longtemps, depuis bien avant l'indépendance, où je vais chercher un peu ce qui nous a fondé, ce qui nous a fait nous rapprocher, ce qui a constitué ce peuple, et puis nous entrons dans, malheureusement, juste après l'indépendance, cette récupération par des embusqués qui allaient faire un coup d'État aux véritables représentants de la révolution algérienne, qui allaient les évincer, et qui malheureusement allaient prendre le relais du colonialisme et de se livrer sur ce pays à ce que nous pouvons imaginer de pire, ce que nous avons vécu de pire. Jusqu'à ces années où la violence a emporté plus de 250 000 personnes avec tout son cortège de malheurs. Et donc j'essaye, à travers une intrigue entre un homme, un médecin qui est médecin en France, qui tient un laboratoire d'analyse, fils d'un général-major du DRS, et qui ne veut pas croire que son père a participé à quelque chose d'absolument horrible, et qui rencontre des personnes, et notamment une femme, qui ont été des victimes directes du terrorisme pédagogique, dont une famille à Bentalha, dont deux filles dont les parents ont été massacrés sous leurs yeux, dont l'une a été enlevée. Et je n'en dis pas plus, mais j'ai voulu, à travers ce roman, répondre à ceux qui, pendant des années, nous ont empêchés de dire la vérité en nous traitant de quitukistes. À chaque fois qu'on disait « mais qui est derrière ce terrorisme ?» on nous appelait les quitukistes. Et alors que c'était une vraie question et qui s'est affirmée tellement vrai que des officiers d'honneur, des hommes d'honneur qu'ils appellent eux les officiers félons et les officiers déserteurs, ont tout laissé tomber pour venir témoigner de ce qui s'est vraiment passé dans ce pays pendant ces années. Et j'ai voulu en témoigner à partir de tout ce que je sais moi-même, et surtout en essayant de jeter comment dire, un appel, un souhait, un rêve d'une véritable réconciliation, mais après une véritable dynamique de vérité et de justice, pour qu'on sache vraiment, sincèrement, sans trucage, sans tricherie, sans fausse presse, sans faux intellectuels, ce qui s'est vraiment passé dans ce pays pour pouvoir reconstruire ce qui a été dévasté. Voilà, merci. Mais la partie livre papier va sortir dans quelques jours sur Amazon, donc les gens pourront le commander. Et la partie virtuelle qu'ils pourront lire donc par Internet, il y aura une première partie et une deuxième partie. Voilà, j'ai tout dit. J'espère qu'on reviendra dans le détail une autre fois. Avec plaisir. Merci. En tout cas, vous avez tenu 3 minutes chrono. Merci, cher Djamaldine. On y reviendra. Il est important, surtout que vous n'êtes pas nombreux à écrire et puis à assumer, enfin, prendre la responsabilité. Enfin, on sait pourquoi aussi qu'en Algérie, c'est compliqué quand on est au pays d'écrire un livre réellement en disant les choses. Parce que vous savez qu'il y a toujours cette situation, notamment du 87 bis, qui met tout le monde dans le tiroir du terrorisme. Rachid Hassani, première question, je le disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais une semaine qui est marquée avec plusieurs sorties. Une autre que je n'ai pas citée tout à l'heure, c'est notamment la convocation d'ambassadeurs français à Alger, avec ces intimidations que subissent la diaspora algérienne, ceux qui voyagent et qui arrivent à l'aéroport d'Orly et de Roissy, pouvoir algérien qui enfin et pour une fois s'occupe et s'indigne et s'occupe de la dignité des Algériens et des Algériennes. Rachid Hassani, d'abord d'un point de vue général, que se passe-t-il avec la France? À quoi rime cette politique et toutes ces sorties? Bonsoir d'abord Chaben, merci pour l'invitation. Bonsoir à tes invités, bonsoir à ceux qui regardent le Maribia à cet instant et merci pour l'invitation. Ce que nous vivons en termes de relations avec la France, c'est un remake de tout ce que nous avons vécu depuis longtemps. C'est-à-dire que
moi je t'aime, toi non plus. C'est des relations qui sont otages d'un passé douloureux, d'un passé colonial très douloureux pour les Algériens, pour un certain nombre de Français. Ils sont otages aussi autant de l'instrumentalisation du pouvoir d'Alger, de la question mémorielle, de la question de la colonisation, que des attaques et de révisionnisme de l'extrême droite française et d'un certain nombre de Français nostalgiques de l'Algérie française. Donc aujourd'hui, nous assistons effectivement à l'exacerbation de cette instrumentalisation du côté d'Alger, et nous assistons aussi à l'exacerbation des attaques et du révisionnisme d'un certain nombre donc de responsables français qui se recrutent principalement dans la droite extrême et dans l'extrême droite française. Et ce ne sont que des responsables de partis, c'est important ce que vous dites, ce sont que des responsables qui n'engagent que Marine Le Pen, Retailleau, enfin en quoi quand on entend Brahim Bourali qui s'exprime au nom de l'Assemblée nationale populaire, est-ce que vous pensez que ces réactions, cette sortie d'abord, elles ne sont pas disproportionnées, ces dossiers sur le nucléaire, Djamaldine qui connaît bien le dossier va nous en parler dans un instant, Khalef Saadi aussi, est-ce que toutes ces sorties à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment le bon moment, est-ce que c'est pas disproportionné, est-ce que l'heure n'est pas une certaine diplomatie construite, stratégique aussi pour l'apaisement, pour la fluctuation des pays, des deux États entre eux, et puis pour la diaspora aussi qui vit en France? Oui, c'est ce que je disais. J'ai commencé à faire le constat de ce qui se passe. Je dis que d'un côté, il y a l'instrumentalisation pour des fins politiciens internes, et de l'autre côté, il y a ce révisionnisme aussi, et cette utilisation éhontée aussi du côté français de l'extrême droite à des fins électoralistes et à des fins qui sont connues de tous. Effectivement, par contre, aujourd'hui, il faut appeler à la désescalade, il faut tout faire pour que le dialogue soit repris entre les deux pays, parce que effectivement l'histoire, la géographie, ce que les intérêts et l'intérêt commun, l'importance de notre diaspora en France, l'importance des intérêts économiques, l'importance sur le plan géopolitique et sur le plan du futur des deux nations doit pousser les deux pouvoirs à renouer le dialogue, doit les pousser à la désescalade, doit les pousser quand même à justement à être décomplexé par rapport à ce que nous avons vécu il y a si longtemps. Il doit pouvoir nous pousser aussi à établir des relations fondées sur le respect mutuel, sur l'intérêt commun des deux nations et des deux États, et sur l'intérêt des deux peuples. Et on ne sommes condamnés, l'Algérie et la France sont condamnés à s'entendre, parce que les intérêts que nous avons entre les deux pays font qu'aujourd'hui toute brouille est est néfaste pour nos relations, pour nos peuples et pour notre diaspora, qui est très importante en France. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait sérénité, il faudrait qu'il y ait désescalade, il faudrait que le dialogue soit renoué, parce que du côté comme d'un autre, les extrêmes doivent être isolés, doivent être dénoncés, pour qu'on puisse aller dans un dialogue constructif pour fonder des relations fondées sur le respect mutuel, dans l'intérêt des deux peuples. Rachid Hassani, je continue avec vous, car on va vous libérer. Vous voulez juste intervenir en début d'émission. Cette semaine, l'ambassadeur donc a été convoqué, l'ambassadeur français à Alger, notamment pour revenir. Le pouvoir algérien a souhaité revenir sur ce que subirait. Alors il y a des difficultés pour la diaspora, bien évidemment, au sein parfois des préfectures, dans l'administration, parfois aussi au sein des aéroports, mais c'est une grande première pour une fois. À ce moment précis, en cette période, le pouvoir algérien se préoccupe de sa diaspora, du peuple algérien qui voyage, alors que c'est un pays tout de même qui souffre. Il y a cette souffrance que subirait le peuple par la France, apparemment, mais il y a aussi ce que subissent les Algériens dans les Air Algérie, les avions, les bateaux, les consulats. Les haragas est une souffrance sans nom, les pochettes de lait, enfin. On pourrait en citer plusieurs.
le pouvoir algérien se réveille maintenant. C'est quoi? C'est de la récupération, de la communication, de l'instrumentalisation. Comment vous qualifiez cette sortie d'indignation en convoquant l'ambassadeur? Que je viens de dénoncer tout à l'heure dans la première question. Donc, des deux côtés, il y a une désescalade. Si ces faits de la maltraitance de la diaspora ou des Algériens dont les aéroports français s'avèrent vrais, ça serait quelque chose de très condamnable qu'il faudrait effectivement dénoncer avec force. De l'autre côté, l'instrumentalisation de cette question rentre et fait partie des conséquences de cette escalade justement entre les deux nations et justement c'est pourquoi il faut effectivement toujours appeler à la sérénité, appeler à la sagesse, appeler à la désescalade et appeler à ce que le dialogue soit renoué entre les deux nations. Nous avons connu plusieurs fois dans l'histoire des remous dans les relations algéro-françaises, mais le dialogue n'a jamais été rompu et la tension n'est jamais arrivée à ce stade comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je réitère l'appel au nom de mon parti. Nous appelons à la désescalade. Nous appelons à ce que l'intérêt de notre diaspora soit préservé, l'intérêt de notre peuple soit préservé, l'intérêt de nos relations mutuelles et bilatérales soit préservé. Et Mais au-delà de la France et de la diplomatie, les choses sont claires, vous les avez dites. Mais le peuple algérien qui lit cette sortie, c'est un peuple tout de même qui est en difficulté, qui fait malheureusement qui fait face à certaines souffrances que je ne vais pas redonner. Je viens d'en parler. Est-ce que selon vous, c'est pas quelque part l'hôpital qui se moque de la charité lorsque le pouvoir algérien s'indigne devant la souffrance des Algériens, alors que c'est un peuple qui aujourd'hui doit être confronté à plusieurs difficultés, aussi bien à l'école que pour se nourrir, le pouvoir d'achat, entre autres, les haragas, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Quand je dis instrumentalisation de toutes ces questions, ça veut dire que le pouvoir algérien, effectivement, se saisit de n'importe quel incident, de n'importe quelle affaire pour qu'il l'instrumentalise pour lui-même, pour des objectifs politiciens, pour des objectifs donc de camoufler son incapacité justement à répondre aux doléances et aux sollicitations du peuple algérien, à répondre carrément sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan des libertés, sur le plan du chômage, sur le plan effectivement de l'école et sur tous les plans nationaux. C'est connu un pouvoir qui est tranquille de légitimité, un pouvoir en pleine crise de confiance et en pleine crise politique. Donc cherche effectivement cherche la diversion, cherche à se défausser sur des choses qui sont marginales et qui ne sont pas effectivement et qui n'ont pas cette importance voulue. Ça c'est clair. Quand je dis de l'instrumentalisation de la question mémoriale, de la question de la crise avec la France, ça veut tout dire. Effectivement, nous vivons ici au pays des problèmes énormes, des problèmes de liberté, des problèmes d'expression et de répression. Nous vivons des problèmes sur le plan du chômage, sur le plan économique, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan de l'école. Bien sûr que le pouvoir algérien gagnerait à se pencher effectivement sur les problèmes que vivent l'écrasante majorité des Algériens qui vivent très mal, qui ne vivent pas bien, et que le pouvoir algérien a intérêt justement à revoir sa copie notamment en enclenchant un dialogue sérieux pour le dépassement justement de cette crise. Et avant de vous libérer, je sais que je vais vous faire répéter, mais maintenant depuis plusieurs années, on a un pouvoir algérien qui arrive à vendre peut-être de la poudre de perlimpinpin en invitant des partis politiques. En mai dernier, 27 partis politiques d'ailleurs dont nous ignorons le nom ont été donc invités au sein du palais, alors que Tebboune aurait pu aussi inviter les autres partis qui ne font pas partie un peu de ces instances, le Parlement, les communales. À quoi servent ces rencontres 2 semaines après, 3 semaines après être arrivé au pouvoir? Abdelmadjid Tebboune a mis longtemps de former un gouvernement. Ces partis politiques, RND, FFS,
Al-Mustaqbel et tout ça, ont été ignorés. Ce dialogue national, ces rencontres, elles servent réellement à quelque chose avec ce pouvoir, Rachid Hassani? Je dois d'abord rappeler que le dialogue est une vertu. Le dialogue entre deux personnes, entre des groupes de personnes, entre un pouvoir et une opposition, entre un pouvoir et son peuple, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose de bien. Ça permet d'aplanir les divergences, ça permet d'aller vers des convergences salutaires. C'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose que le RCD a toujours salué, c'est quelque chose dont le RCD a toujours appelé. Nous avons toujours appelé un dialogue fructueux. Mais un dialogue, il doit être fondé sur un certain nombre de conditions. La première, c'est justement avoir cette ambition, cette volonté de la part du pouvoir d'aller vers un dialogue sincère, un dialogue qui ne sera pas des manœuvres et une manœuvre de plus comme nous avons eu l'habitude. Je dis pouvoir parce que malgré que ce pouvoir manque de légitimité, mais il reste quand même un acteur principal dans le jeu et donc ce pouvoir doit avoir la volonté nécessaire de dialoguer avec tous les Algériens. La deuxième condition, c'est un dialogue inclusif parce que l'Algérie doit pouvoir contenir tous les Algériens malgré leurs différences et leurs obédiences. La troisième des conditions, c'est un objectif assigné à ce dialogue. Pour le RCD, en tout cas, nous l'avons dit plusieurs fois, nous l'avons réitéré, ce dialogue doit avoir comme objectif le dépassement de la crise politique et de légitimité que l'Algérie vit depuis très longtemps. Donc, ce que nous remarquons aujourd'hui, effectivement, c'est un dialogue, c'est un remake de manœuvres que le pouvoir a l'habitude de faire. Donc, c'est un dialogue avec lui-même. Le pouvoir dialogue avec ses appendices et avec lui-même. Donc, il n'y a pas une véritable volonté d'aller vers un dialogue pour le dénouement de la crise actuelle. C'est un pouvoir qui fait dans une opération de com, qui intervient pour dialoguer avec lui-même dans une opération ou pour la consommation interne et pour une consommation politicienne. Donc, nous le déplorons en tous les cas avec quand même désolation en tout cas RCD. Nous avons espéré que cette fois-ci l'appel au dialogue soit un appel sincère, soit un appel pour un dialogue inclusif et pour le dépassement de la crise. Ce n'est pas ce que nous constatons jusqu'à présent. C'est le pouvoir qui manœuvre encore et qui fait dans une opération de com et qui dialogue avec lui-même sans réel impact sur la vie et sur la crise politique que nous vivons depuis quand même un certain nombre d'années. Merci. Rachid Hassani, merci de nous avoir consacré ces 15 premières minutes pour réagir en tant que chargé de secrétaire national à la communication au RCD. Je vais revenir dans un instant à Djamaldine Benchenou, bien évidemment. Khalef Saadi, rebonsoir et bienvenue. Bien évidemment, j'ai donné les actualités principales qui rejoignent un peu cette crise entre l'Algérie et la France. Avoir votre avis, votre réaction sur ce Conseil de la Nation, donc qui revient sur un texte concernant ces essais nucléaires. Il y a maintenant plusieurs décennies, on demande la responsabilité à la France, préjudice compris. Khalef Saadi. Merci, Chaban. Donc, avant de répondre à ta question sur les essais nucléaires de la France au sud algérien, j'aimerais d'abord brosser un petit peu la situation politique, comment je la décris, comment je la vois aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on assiste à un pouvoir en panique interne qui continue de camoufler. Il continue de camoufler tous ces échecs répétés et toutes les crises qui s'accentuent de plus en plus. Et je dirais ce pouvoir aujourd'hui, il est dans la récupération, certes, il est dans l'instrumentalisation politicienne de ce dossier de vouloir dire aux Algériens et aux Algériennes que la France est la seule responsable de nos malheurs. Et moi, j'aimerais bien dire certaines choses aujourd'hui et dire que, à mon sens, nous n'avons pas réussi encore, ce pouvoir n'a pas réussi à construire un État
démocratique qui fonctionne le plus normalement du monde, naturellement, avec ses institutions, l'institution présidentielle élue par son peuple et l'institution parlementaire élue aussi par son peuple. Donc, je vais rappeler certains points qui me font dire tout cela. Nous sommes partis du faux départ, forcé à l'arrivée faussée et forcée, je veux dire par là, de 62 au 12-12-2019. Rappelez-vous comment, à l'indépendance, comment les militaires, l'armée qui était aux frontières, comment s'est accaparé du pouvoir, comment le président a été installé à la tête d'El Mouradia, comment la Constitution a été rédigée dans une salle de cinéma, tout ça en mettant de côté tout ce qui a été écrit et dit au congrès de la Soumane. C'est pas la peine que je le répète. Donc pour moi ça c'était le premier faux départ forcé, le premier coup d'État en Algérie. Ensuite, je rappelle aussi le deuxième coup, faux départ et coup d'État forcé de 65, de juin 65, de Boumedienne Allah yarhamou. En vérité, c'était un coup d'État contre les accords. Il y avait des accords entre Ben Bella, Ahmed Ben Bella Allah yarhamou, et Hussein Ahmed Allah yarhamou. Il y avait des accords que le pouvoir allait accepter et reconnaître le Front des forces socialistes comme parti d'opposition, comme deuxième parti en Algérie. Donc, c'était un coup d'État contre le multipartisme. Donc, le multipartisme, contrer le multipartisme ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, viendra aussi, donc, c'était quelqu'un qui a pris le pouvoir avec un coup d'État, donc pas dans un état normal et naturel, voilà. Et après la mort de Boumedienne, on nous a sorti un autre général qui est Chadli Bejdillah Yarhamou, qui n'était pas connu, méconnu des Algériens, je me rappelle très bien, qui n'était pas connu par le peuple, et on l'a imposé, donc on l'a imposé à la tête de l'État, et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Peut-être le seul hommage que je rendrai à Chadli Bejdillah à l'époque, même qu'il n'était pas vraiment élu par son peuple, qu'il a été introduit de force à Al-Mouradia, le seul hommage que je lui rendrai, c'est lorsqu'il a voulu de faire des réformes politiques, économiques, après les événements d'octobre 88. Mais on a vu comment Chadli Bejdillah, comme ils l'ont placé. Je vous laisse terminer là-dessus pour en arriver à l'actualité. Oui, je sais que vraiment. C'est intéressant ce que vous dites sur un contexte, mais comme on a beaucoup de sujets avec vous deux, j'aimerais vraiment vous entendre un peu sur cette sortie sur les essais nucléaires. Je vous laisse poursuivre 2-3 minutes, Khalef Saïdi. Je termine. Donc, comment il a été démis de ses fonctions. Et nous avons vu aussi, lorsque le pouvoir était en crise, après les élections de 91, l'annulation des élections de 91 et l'arrêt du processus démocratique en janvier 92, on a vu comment le pouvoir était en panique aussi. Ils sont allés chercher Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, et je rappelle que c'était lui qui a signé la dissolution de FIS. C'est lui qui a signé l'ouverture des camps de concentration dont on va parler tout à l'heure à Regan. Donc, pour moi, il assume une certaine responsabilité de tout ça. Et merci. Nous avons vu aussi. Je vais vous retrouver dans un instant, Khalef Saïdi. Comment il a été assassiné. C'est important, vraiment, encore une fois, c'est vraiment des éléments importants que vous venez
nous donner. C'est bien de les contextualiser à chaque fois, mais bien évidemment, on a pas mal de points d'actualité sur lesquels nous allons revenir. Jamel-Din Benchenouf est avec nous. Quel plaisir de vous retrouver, qui connaît bien les arcanes de ce pouvoir. Jamel-Din, les essais nucléaires aujourd'hui, pourquoi, comment, pourquoi cette sortie aujourd'hui, cette semaine du pouvoir algérien, pour aller vite dans ma question. Jamel-Din est avec nous. Merci beaucoup, Chaban. Pardon, est-ce que vous m'entendez? Très bien, Jamel-Din. Je vous entends très bien. Merci encore une fois, Chaban. Permettez-moi de saluer mon ami Khalaf Saïdi. Je sais, Chaban, que pour l'avoir moi-même animé, que cette émission doit être très dynamique, qu'on ne doit pas perdre de temps. Mais ce qu'a fait Khalaf Saïdi est absolument nécessaire, mon cher ami. Évidemment. Pour comprendre ce qui se passe en ce moment, non pas entre l'État français et l'État algérien, entre l'État français et le régime algérien. Il faut vraiment remonter dans l'histoire. C'est absolument indispensable. Je vais essayer de le faire moi-même. Je ne le ferai pas aussi bien que Khalaf Saïdi, mais je rappelle une chose. Et c'est des arguments, c'est pas des spéculations ou du n'importe grand quoi. Avant l'indépendance, quand De Gaulle avait compris que l'indépendance était devenue inéluctable, il avait déclenché les opérations Charles et Maurice. Les lignes Maurice et des opérations Chal pour réduire la LN de l'intérieur. Et il l'a réussi. En réalité, je sais que ça va déplaire à beaucoup de monde, mais ça ne déplaira certainement pas aux gens qui connaissent l'histoire de l'Algérie et de la révolution algérienne. La LN de l'intérieur a perdu la guerre face à l'armée française. Elle a été laminée. Quand il y avait des compagnies, des bataillons qui se déplaçaient, des chariettes, il restait plus que quelques moudjahidines cachés dans des trous. Et les lignes Maurice ont permis à l'armée des frontières d'amasser beaucoup d'armements, y compris des chars, des tanks. Et De Gaulle a fait exprès, lorsqu'il a fait envoyer Bouteflika comme sujet marocain avec un passeport marocain alors qu'il était commandant de la LN, il a envoyé visiter les prisonniers d'Aulnay, dont Ben Bella et Ahmed Boudiaf. Il voulait que quelqu'un accepte de chapeauter Boumediene pour qu'il devienne vice-président et ministre de la Défense et que lui devienne président. Et Ben Bella a accepté. Et l'armée des frontières, malgré les accords d'Évian, l'armée française a levé les barrières pour la laisser entrer en Algérie et prendre le pouvoir. Et tout a été fait pour ça. Ça, c'est le début, c'est le plan A de tout ce qui allait suivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons, c'est le même régime. Et donc, la France, qui ne voulait pas du GPRA à la tête de l'Algérie, elle voulait de l'armée des frontières, parce qu'elle était noyautée par les DAF, les généraux déserteurs de l'armée française. Tout l'état-major, quasiment, était encadré par les généraux de l'armée française qui avaient déserté. Enfin, ce n'étaient pas des généraux à l'époque, mais ils allaient le devenir en Algérie. Et donc, je prends le temps, Chaben, parce que ça va vraiment servir de base pour comprendre. Après, le régime, la France lui a consenti le droit, bien sûr, pour qu'il puisse entrer dans ses bottes, trop grandes pour lui, de se dire qu'il est le digne héritier de la révolution de novembre et de l'armée de libération nationale, sur laquelle ils ont tiré en prenant le pouvoir. Il y a eu 2000 moudjahidines tués sur la route de la prise du pouvoir depuis la Tunisie jusqu'à Alger, 2000 sans compter les maquis de 63 d'Aït Ahmed, du FFS, et qui ont été par la suite inscrits comme chouhada contre l'armée française, alors qu'ils ont été tués par leurs frères. Et donc, en échange, donc une fois qu'ils ont pris le pouvoir, pour qu'ils puissent faire leur travail, être crus par les Algériens, la France leur a permis de se revendiquer comme digne héritier de l'armée de libération nationale et de la révolution de novembre. Et ils ont commencé les tractations. Et ce n'est pas pour rien que tous les barons du régime s'installent en France, que l'argent qu'ils volent en Algérie, ils le placent en France, qu'ils envoient leurs enfants faire leurs études là-bas et prendre la nationalité française,
qu'ils ne parlent même plus arabe ou kabyle ou chaoui ou je ne sais pas quoi chez eux, mais uniquement français. Et donc, ils ont tissé quelque chose de très solide avec en apparence, pour les gogos, pour les naïfs, pour les gens frustes qui sont sincères et qui croient que le régime, c'est la République algérienne démocratique et populaire, ils ont développé cet usage de fonds de commerce, de la mémoire. Et c'est pour ça qu'ils passent leur temps, et ils passent leur temps à multiplier le nombre des chouhada d'1 million. En 62, ils disaient, il y a 1 million de chouhada. Du jour au lendemain, c'est passé à 1,5 million. La population en 62 était de 9 millions. Et ils n'ont pas dit c'est des chouhada depuis 1830. Ils ont dit c'est des chouhada depuis 1954. Et ils ont multiplié des usages de ce type psychologique hautement subliminaux pour rouler tout un peuple dans la farine, et ils ont réussi. Et donc ça a continué comme ça. Et la France, comme l'Algérie, considère, d'ailleurs on l'appelle la France-Algérie, considère que cet accord secret fait partie de leur entente secrète. D'ailleurs, quand on dit les accords secrets des accords d'Évian, c'est les essais nucléaires, mais pas seulement nucléaires, bactériologiques et chimiques. Le polygone sur lequel s'effectuaient comment on dit, les essais chimiques, je ne me rappelle pas du chiffre, mais je crois, si je ne m'abuse, c'est 100 000 km². 100 000 km² dans le Sahara. Et quand ils faisaient des essais, à la limite, on peut dire, bon, d'accord, c'est les accords d'Évian, ils n'avaient pas le choix parce que la France faisait planer le risque de ne pas reconnaître l'indépendance du Sahara avec l'Algérie, de créer un autre problème. Ils étaient pressés d'avoir l'indépendance. D'accord. Mais d'abord, ils ont décidé que ça se passait jusqu'en 1966. On est d'accord. Or, les essais se sont poursuivis jusqu'en 1976. Jusque-là, les Algériens ne le savent pas, sauf les gens du Sahara qui sont morts de ça. Mais le pire du pire, pour vous montrer toute cette connivence entre ce régime, c'est pour ça que moi je dis, c'est pas une crise entre l'Algérie et la France, c'est une crise entre l'État français et le régime algérien. Quand ils ont conclu les accords d'Évian, d'accord, ils ont signé, ok. Mais ils auraient pu, juste après 62, dire quelque chose. Ah, attendez, vous êtes en train de faire des essais nucléaires en souterrain et en l'air. On est d'accord. Vous êtes en train de faire des essais chimiques et bactériologiques en sous-sol, sur le sol et en l'air. On est d'accord. Vous avez une base qu'ils appelaient le polygone qui est de 100 000 km². Ok, d'accord. Mais quand vous faites les essais, pourquoi vous protégez les techniciens français, vous ne protégez pas les populations indigènes algériennes qui travaillaient dans ces bases parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre? Pourquoi tout le monde porte des masques, des combinaisons spéciales, et pas les Algériens? Et ça, j'espère que ça sortira dans cette presse la plus libre du monde arabe. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient complices. Contre qui? Contre le peuple algérien. La preuve, la meilleure preuve. Ce même régime qui aujourd'hui enfourche son cheval blanc, il vient nous dire « Nous exigeons de la France qu'elle vienne nettoyer ». D'accord. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé depuis 1962? Vous évoquez une responsabilité tout de même du pouvoir. Je vais revenir à vous, Jamel. Merci pour tous ces éléments. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement? On a encore du temps avec vous deux. Je vous laisse terminer, Jamel. Dans les accords, il y avait l'obligation pour la France de nettoyer au fur et à mesure. Pourquoi ils n'ont jamais demandé à la France de nettoyer au fur et à mesure? Pourquoi attendre je ne sais pas combien de temps pour demander? Et pourquoi avoir permis à la France de continuer ses essais bactériologiques et chimiques de 1966, fin du contrat, jusqu'à 1976, alors que rien ne les obligeait, si ce n'est leur contrat de proconsul au service de la France.
Voilà, après on pourra discuter une fois qu'on sait ça, et ça ce n'est qu'une infime partie, on pourra discuter pour que les gens puissent comprendre la réalité des choses. Khalef Saïdi, je reviens à vous, peut-être nous donner un peu votre analyse sur ces essais nucléaires. Il y a le Parlement européen, bien sûr, derrière. Un élément important, c'est l'actualité. On est en 2025, on a un pouvoir, on a un peuple algérien qui est face à des difficultés de la pochette de lait pour pouvoir avoir des besoins de première nécessité, jusqu'à ces halagas, ces étudiants, ces chercheurs et ces cadres qui ne restent plus au pays. Donc voilà, il y a aussi d'autres sujets à évoquer. Mais sur ces essais nucléaires, Djamaldine vient de nous donner un état des lieux, comme vous l'avez fait, mais il évoque aussi une responsabilité du pouvoir algérien à différents niveaux. Khalef Saïdi, sur les essais nucléaires. Oui, c'est Chaban. Quand je suis arrivé dans mon analyse, heureusement que Djamaldine Benchenouf l'a bien repris et bien dit des choses que j'allais dire sur Ergan, sur la responsabilité de Mohamed Boudiaf. Je rappelle, ça c'est des choses qu'il faut rappeler à la jeunesse algérienne. Il y a des jeunes Algériens aujourd'hui qui ne savent pas, ils ne sont pas en possession de ces éléments-là, que c'était lui qui avait signé la dissolution du fils, c'était lui qui a signé l'ouverture des camps de concentration. Donc le pouvoir algérien de l'époque a envoyé des Algériens, des pauvres Algériens, comme des esclaves dans ces camps de concentration, exposés à des dangers que la France avait laissés, et que la France, comme il l'a si bien dit Djamaldine Benchenouf, avait l'obligation de nettoyer au fur et à mesure. Et pourquoi le régime algérien ne l'a pas demandé, exigé à l'époque? Et aujourd'hui, on nous sort ce dossier-là pour criminaliser le pouvoir français ou la France en général. Donc, pour moi, c'est une manière de dire qu'après l'assassinat de Boudiaf, qui est resté non élucidé à ce jour, on a vu comment aussi la continuité et le pouvoir, le régime algérien a assuré sa pérennité en allant vers la création du HCA. Puis nous avons vu l'autre président en 1995 qui n'a pas été élu par le peuple, qui a jeté l'éponge un an avant Yamin Zaroual, un an avant son mandat. Et nous avons vu aussi comment le régime algérien est allé ramener Bouteflika de l'Arabie Saoudite. C'est pour dire tout simplement que le pouvoir n'a pas encore changé, que c'est toujours un régime, un pouvoir qui se base sur la personnalisation de la présidence, du pouvoir en Algérie, et il n'en a rien à foutre, absolument rien à foutre, de la vie du peuple algérien. Nous avons vu 99 et qui ont donné le règne de Bouteflika pendant 20 ans. Nous avons vu la mascarade de 2019 et nous avons vu aussi, on est arrivé, j'ai dit tout à l'heure, du faux départ forcé à l'arrivée fausse et forcée 62-12-12-2019. Donc tout ça pour vous dire que c'est toujours le même régime, le même système qui continue de gouverner, de gérer les affaires du pays. Lorsqu'un président vous dit en pleine campagne électorale, dit que le nisbat al-musharika, le pourcentage de la participation du peuple ne m'intéresse pas, ça veut tout dire. Donc, pour vous dire que depuis le début à ce jour, jusqu'à aujourd'hui même, nous n'avons pas réussi à construire un État démocratique élu par le peuple dans le cadre de novembre 54 et dans le respect de la religion de l'islam. Nous ne l'avons pas encore. Alors, comment voulez-vous, quand on parle des accords avec l'Union européenne, comment voulez-vous un régime pareil va négocier des contrats, des accords avec pas un seul pays, avec une communauté de pays
en Europe. Donc, pour moi, cet accord-là était une erreur. Pourquoi? Parce que il a été fait, il me semble, après l'élection de Bouteflika, après 99, il a été fait dans une phase, dans une situation qui a été très difficile pour les Algériens à l'époque, et très difficile aussi pour le pouvoir, pour le régime algérien à l'époque aussi. Ils ont cherché ce qu'ils ont voulu pour faire croire à l'Europe et au monde entier que les islamistes, c'est des terroristes, le terrorisme, voilà ce qu'il veut faire de l'Algérie, tout ce qui s'ensuit, ils vont mieux travailler avec nous, signer avec nous, et nous avons vu 20 ans de façade, 20 ans de façade économique et 20 ans de façade politique, barakat. Voilà ce que je voulais dire, et le 12-12-2019, c'est la continuité, c'est tout simplement la continuité de ce régime. Il est en train, comme je l'avais dit tout à l'heure, il fait de la récupération, de l'instrumentalisation politicienne de ce dossier-là. Il y a Djabaï Arbi, quand un président dit que nous sommes arrivés, quand il parlait des relations avec la France, nous sommes arrivés à un waqt win lazm nshoufu al-umur kama yajibu an naraha, et là on voit comment parler d'abord d'une visite en France, une visite historique, et maintenant c'est le camouflage, et maintenant la crise s'accentue des deux côtés, et il ne faut pas oublier aussi que la responsabilité n'incombe pas uniquement au régime algérien, mais aussi à Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui en France dans une situation, nous sommes en janvier, nous sommes en février, et après la dissolution de la peine, et après la dissolution du Parlement, et ce pouvoir en France n'a pas encore son budget économique. Effectivement, il n'a pas son budget, mais c'est bien ces éléments qui nous intéressent concernant bien évidemment la partie politique française. Mais ce qui nous intéresse surtout aussi, c'est un petit peu comment fonctionne le pouvoir algérien, dans le sens aussi de pouvoir développer le pays. On va regarder ici ces images, notamment concernant la convocation du ministère des Affaires étrangères français suite ce que subit sorte de maltraitance, évoque le pouvoir algérien des Algériens qui voyagent et qui atterrissent à Orly et Roissy en France. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien suite au traitement provocateur réservé à des ressortissants algériens au niveau des aéroports de Paris. L'Algérie relève avec une profonde préoccupation les témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. Et c'est donc suite à la confirmation de la véracité de ces informations que le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France en Algérie pour lui signifier la ferme protestation du gouvernement algérien face à de tels agissements totalement inadmissibles. Il a également affirmé le rejet catégorique de l'Algérie de toute atteinte de quelque manière que soit à la dignité de ses citoyens ou de les instrumentaliser à des fins de pression, de provocation ou de tentative d'intimidation à l'encontre de leur pays. Le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ambassadeur d'informer son gouvernement de la nécessité de prendre toutes les mesures indispensables afin qu'il soit mis fin sans délai à ces agissements et pratiques inacceptables qui déshonorent le gouvernement français. Jamaldine est avec nous, Jamaldine Benchenouf. Merci aussi à tous les deux d'apporter tous ces éléments de contexte, un peu de toutes ces décennies. Et je pense que Jamaldine, c'est aussi des éléments qu'on retrouve au sein de votre livre. Jamaldine, on vient d'entendre cette affaire cette semaine encore. La convocation de l'ambassadeur, je vous laisse vous exprimer, j'en ai donné assez d'informations. Et puis derrière, est-ce qu'il n'y a pas réellement aussi une sorte d'instrumentalisation du pouvoir, de faire diversion? L'Assemblée nationale s'est exprimée, les partis politiques, alors qu'il y a des sujets aussi qui concernent vraiment les Algériens. Les Algériens attendent vraiment d'avoir un projet économique, la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat. Les fêtes, notamment la période du mois béni de Ramadan arrive avec aussi un peu plus tard Eid el-Kbir, où on a vu aussi la souffrance des Algériens qui n'ont pas pu sacrifier l'année dernière le mouton de l'Aïd. Comment vous analysez ces différents points?
Oui, d'abord sur la maltraitance des ressortissants, qui est donc le motif de la convocation de l'ambassadeur français par le ministère des Affaires étrangères, c'est le summum de l'impudeur. Je vais y revenir, mais d'abord un mot, Chaban, si tu le permets, sur les camps de concentration dont a permis mon ami Khalaf Saïdi. Je rappelle quelque chose qui pourrait donner le départ à un très, très, très gros scandale algéro-français, qui a toujours été mis de côté, qui a toujours été enterré dans les deux pays d'ailleurs. Est-ce que c'est un hasard, vous croyez, qu'on a signé les décrets pour l'installation de ces camps de concentration? Il n'y a pas d'autre mot, hein. Ce n'est pas des camps du Sud, c'est des camps de concentration au Sud. Or, le Sud algérien est tellement vaste, c'est le plus grand Sahara du monde. Ils auraient pu mettre ces camps de concentration où ils voulaient. Pourquoi ils les ont mis? Précisément aux abords des essais nucléaires, des essais chimiques et des essais bactériologiques. Précisément dans le fameux polygone. Et moi, je mettrais ma main à couper, sans hésiter, qu'il y a eu, je vous rappelle qu'il y avait à l'époque une coopération entre l'Algérie et la France incroyable. Les intellectuels algériens qui étaient contre le fisc, qui étaient invités dans toutes les télés, Monsieur BHL qui faisait son beurre et qui surfait sur la vague, la grande connivence entre Smaïl Lammari et Yves Bonnet, la coopération sécuritaire et les échanges de renseignements, la couverture des attentats, y compris contre les ressortissants français comme les moines Tibérin, les moines, le monseigneur Clavry, archevêque d'Oran, etc. Ça, c'est vous dire. Le truc de l'avion qui a été détourné d'Air France. Alors, moi, je mettrai ma main à couper que la France a demandé à ses copains du régime ou à ses proconsuls. Alors, écoutez les gars, parce que vous allez mettre nous avons besoin d'informations sur les essais nucléaires, bactériologiques et chimiques que nous avons faits. Ça manque à nos fiches, plus de quelques décennies plus tard. Est-ce que vous ne pourriez pas installer ces camps, justement, dans ces parages et nous donner des statistiques sur les morts et sur les maladies qu'ils contractent. Comme ça, nous, on va savoir s'il y a eu une totale décontamination ou si ça traîne encore. Moi, je mets ma main à couper qu'il y a eu cet accord secret, que ces gens qui ont été envoyés là-bas ont été envoyés comme cobayes pour servir. C'est comme s'ils avaient envoyé des lapins et des poules pour voir s'ils attrapaient le cancer ou d'autres sales maladies du genre. J'en suis certain. Et j'aimerais bien que les vrais journalistes algériens, qui sont libres et qui restent des hommes libres, puissent investiguer sur la question. Sinon, pour revenir à la maltraitance des ressortissants algériens dans les aéroports français, mais là, vraiment, franchement, j'ai envie, je peux pas en dire plus. Alors, ce régime, vous avez vu la maltraitance des immigrés quand ils reviennent en été dans les aéroports algériens, dans les ports algériens, ce qu'ils subissent dès le départ à Marseille dans leur bateau. Moi, j'ai vu de mes yeux, j'y étais. J'ai vu dans les aéroports comment ils sont traités par Air Algérie dans leur comptoir. J'ai vu dans les aéroports algériens, Alger, Constantine, partout, comment ils sont accueillis, comment la douane les vampirise, elle leur suce le sang. Ils sont obligés de donner de l'argent et des objets qu'ils ramènent pour leur famille, pour abréger leur souffrance. Et c'est ce régime qui reproche à la France de maltraitant Zama, un État honorable qui défend ses citoyens où qu'ils soient, tous ceux qui sont porteurs de passeports algériens ont droit à la dignité, autant que etc. Un État qui ordonne à ses gardes-côtes de laisser passer les harragas pour évacuer le trop-plein de pression et de colère, pour que ça n'éclate pas dans la rue. Il sait qu'ils vont crever au large. En l'espace de 2 semaines, il y a eu 2 familles rejetées, 2 familles entières
Wahda fi Boumerdas, Wahda je ne sais pas où, Wahnaba rejeté par la mère. Deux familles, père, mère et enfant. La dignité de mes ressortissants. Zid. Qui me dit, moi, qu'ils ne font pas ça parce que du côté français, ils ont compris que s'ils voulaient clouer le bec à ce régime, il fallait embêter ces enfants qui vont là-bas aux aéroports. D'ailleurs, on ne nous a pas dit au port, hein. On a dit aux aéroports. Parce que le port. Qui nous dit que c'est pas les fils de Siflan ou dit Sifiltan ou Bentou, l'Okhra, ou là les Saknine el-Zemma qui ils sont repérés, ils les connaissent tous, ils sont des fiches. Ils leur font des petites misères comme ça, parce qu'il va parler à papa et à maman, ils disent oh, écoute, essayez d'arranger l'affaire avec la France, on en a marre, nous, ils nous embêtent, on nous a jamais fouillés, maintenant on nous fouille. Qui me dit, moi, que c'est pas leurs enfants qui sont embêtés? Et qui me dit que c'est pas leur faux passeport diplomatique qui, à chaque fois qu'ils passent, donc ma française, à chaque fois qu'ils passent, il l'auditionne. Pourquoi vous avez un passeport diplomatique? Est-ce que vous exercez? Mais vous êtes à la retraite, mais vous êtes un militaire, mais vous êtes ceci. Qui me dit que c'est pas ça plutôt qu'ils sont en train de leur faire, bien sûr. Jamel dit, je parlais de ça, on va retrouver Khalef Saïdi dans un instant, mais je parlais de cette instrumentalisation. C'est une grande première, enfin, depuis, on l'a jamais entendu, vous avez été aux commandes de dizaines et dizaines d'émissions, notamment au sein de la chaîne, on n'a jamais réellement entendu un pouvoir algérien se préoccuper, s'indigner devant la souffrance des personnes qui voyagent, hein, des Algériens qui vivent à l'étranger ou celles qui font l'aller-retour, et puis même au sein du peuple. Hein, Abdelmajid Tebboune parle de dignité du citoyen depuis des années, mais vous avez cité ces exemples. Pourquoi, à votre avis, maintenant? C'est pour continuer ce pseudo-front interne, retrouver une certaine crédibilité, se redorer le blason au niveau du peuple algérien? Oui. D'ailleurs, Chaban, s'ils se préoccupaient de la dignité des Algériens, ils ne les traiteraient pas comme ils les traitent. La torture, les exécutions sommaires, les islamistes. Les islamistes تاعهم اللي كانوا يخدموا معاهم اللي راهم من بعد ولاو دي بيرسوناليتي ناسيونال ولاو يستقبلوهم بالطابي روج قلت له 250,000 ils ont torturé 1 million de personnes. 1 million de personnes. Il y a eu 3 ou 4 millions de personnes déplacées dont la vie a été brisée. كاين اللي بناتو ولاو خرجوا من الطريق، كاين اللي ما لقاش وين يسكن، كاين اللي ولا يطبطب على الناس. Ils n'ont pas tenu de leur dignité là. Et quand ils mettent des prisonniers politiques et des détenus d'opinion qui dépassent les 200, je parle pas de ceux qui sont sortis. Et des dizaines des années 90 qui ont été torturés, qui ont été condamnés alors qu'ils portaient des marques de torture sur le visage. La dignité. Ou la bureaucratie, tu vas demander un papier, on te fait courir pendant un jour. Ça, c'est pas de l'indignité. Mais il y a tant à dire, Chaban. On pourrait faire une émission que sur ça. Mais sinon, dans ça. Chaban, je vais te donner un indice. En ce moment, qui est en train de parler, d'attaquer la France? Je connais. C'est leurs journaux, c'est leurs partis politiques, c'est leurs associations de masse. Les anciens, le Mojahedin ou l'UNFA ou l'UGTA ou le parti FLN, c'est leur relais, les l'affaire, leurs alliés naturels, ou c'est leurs réseaux sociaux, les qui sont dans les réseaux sociaux, c'est des agents qui font les casernes. Chaque soldat a 10 pseudonymes. 10 pseudonymes, ils rentrent dans les réseaux sociaux, ils se bennassent ou ils se France. Mais est-ce que vous avez remarqué, Chaban, il n'y a aucune déclaration fâcheuse de la part de Tebboune depuis le temps, hein, parce que Mbad, il a regretté ce qu'il a dit. Mais depuis l'affaire Sensal, il n'y a rien, il ne dit rien, Tebboune. Le ministre des Affaires étrangères, il ne dit rien. Le chef du gouvernement, pas un mot. Pas un mot. C'est coutumier au pouvoir. Je vais revenir à vous, Jamaldine. C'est vrai que c'est coutumier au pouvoir, souvent de passer via la presse, souvent, ou certains partis politiques qui se sont exprimés. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Effectivement, aujourd'hui,
Les sorties vont toutes dans le même sens et malheureusement liées à cette répression autour des libertés des médias, des investigateurs, des journalistes, des observateurs. Personne en Algérie va dans le sens inverse en disant mais attention, vous dites n'importe quoi pour aller vite et c'est vrai que tout va dans le même sens. Khalef Saidi est avec nous. Un élément important, on est en 2025, on sait combien les Algériens sont confrontés à des souffrances dans les aéroports, dans les bateaux. L'été dernier, une catastrophe à Marseille où les Algériens sont restés, je crois, 3-4 jours, une semaine au port de Marseille. Et puis il y a ce fléau grave qui est une souffrance sans nom, qui sont les haragas. Le pouvoir algérien ne s'occupe pas, ne s'exprime pas, ne pense pas à cette famille algérienne qui prend des embarcations de fortune et qui meurt en mer. Ils sont quasiment plus de 700 cette année en 2024, selon un seul premier recensement. On ne parle pas des personnes dont on n'a plus de nouvelles, bien évidemment. Khalef Saidi. Sur ce point-là, pour moi, c'est un point qui ne devrait pas avoir tout ce tapage-là, diplomatique, médiatique et politique. Pourquoi ? Parce qu'il est tout à fait normal. Je pense qu'il est tout à fait normal, et c'est une bonne chose, que le pouvoir algérien se soucie, ne soit pas mécontent de certains traitements des Algériens qui arrivent ici aux aéroports spécifiquement de Paris. Et je constate aussi, moi je trouve que c'est normal, mais pas au point d'accentuer, d'aggraver, de convoquer l'ambassade de France à Alger, etc., etc. Et quand on veut apaiser les choses, quand on veut aller vers un apaisement, on n'accentue pas, on ne continue pas d'instrumentaliser ces choses-là. Et je remarque aussi que Jamaldine Benchenouf tout à l'heure a dit qu'on remarque le silence total du président Abdelmajid Tebboune. Oui, effectivement, pas un mot sur tout ça. Et aussi du côté du président français Emmanuel Macron. Pour le moment, ce sont le ministre de l'Intérieur, l'extrême droite et surtout le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui s'est vu infliger une claque politique au sujet du ressortissant algérien qu'il a envoyé chez lui en Algérie et qui a fait un retour. Donc tout ça, pour moi, n'avantage pas, ne pousse pas les deux États à aller vers alléger ces relations-là et aller vers une entente qui a été pourtant exprimée plusieurs fois de la part d'Abdelmajid Tebboune. Et quant à ce qu'a dit Jamaldine Benchenouf sur nous, quand on rentre en Algérie, tout ce qui s'ensuit, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je suis quelqu'un qui rentre plusieurs fois, au moins 2 fois par an en Algérie, et je viens d'y revenir le 13 décembre de Béjaïa. Et moi, je vous le dis sincèrement, quand je rentre, plusieurs fois je suis rentré, je suis bien accueilli, parfois même pas de fouilles. Les gens, les douaniers, ils étaient super gentils. Avec la police aussi, je n'ai jamais eu de soucis. Est-ce que je pense, objectivement, donc, objectivement, vous avez raison, ça existe. Comment ? Mais objectivement, on a, alors ce soir, on aurait pu passer, et Jamaldine l'a fait pendant des années, passer une multitude d'images. On a consacré toute une série d'émissions au mois d'août où c'était catastrophique notamment du côté de Marseille ou du côté du port en Espagne, par exemple. Combien à l'heure actuelle, sont devant les sièges de Air Algérie à Paris ou à Alger, combien n'ont pas de remboursement, combien dorment, enfin il y a tout de même, encore une fois on le dit et vous allez vous exprimer, c'est pas qu'il y ait un problème, ça peut arriver un problème, mais derrière on laisse les Algériens à l'abandon, qui n'est pas de suivi, qui est une sorte d'indignité. Je vous laisse, Khalef Saidi, je vous en prie. Oui, Chaban, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai vu ce qui s'est passé à Marseille et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, c'est une honte. Ça, c'est une autre
affaire de la compagnie algérienne de navigation. Ça, c'est un autre problème. On a vu combien de fois un bateau qui était censé prendre, je ne sais pas combien de voitures, des milliers de voitures, il rentre au bled avec 30 voitures et c'est un problème politique. On disait aux gens qu'il n'y avait pas de place. Ça, on l'a vu. Ça, oui, on l'a vu. Un problème politique, Khalef Saadi, il y a eu 5 patrons d'Air Algérie, je crois, du temps d'Abdelmajid Tebboune. C'est un problème qui n'arrive pas à être réglé. Peut-être aussi c'est politique, ça relève de l'instabilité, ça relève aussi du service. Oui, effectivement, ce régime n'arrive même pas à gérer une compagnie aérienne. Il n'arrive pas, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, que c'est la continuité, c'est le même régime qui n'a pas changé. Donc c'est le règne de la médiocrité. Regardons le commerce. Je vais vous dire une chose. En ce qui concerne le commerce en Algérie, je suis rentré plusieurs fois, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Mais ça reste très, très, très cher, pas à la portée de tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le commerce en Algérie n'est pas réglementé, n'est pas organisé. Figurez-vous, Chaban, ça, c'est un témoignage que je fais. C'est chose que je n'ai jamais vue, sauf en Algérie. Quand j'ai fait certaines villes, Moustagana, Mouahran, Tlemcen, etc., et donc sur l'autoroute, Tariq Siyar, c'est chouma. Je vois des gens sur l'autoroute qui posaient des caissons de l'khadra ou le fawakih et qui vendaient sur l'autoroute, dans une autoroute. Vous trouvez ça normal ? Et regardez, pour moi, le commerce en Algérie nécessite une refondation totale, une réorganisation totale. Tu es commerçant, tu vends dans des endroits propres et bien déterminés. Tu n'es pas commerçant, tu ne vends pas aux abords des routes et des autoroutes. On va avoir le temps de donner la parole à Adjam Eldin dans un instant. Mais ce que vous évoquez là, ça relève aussi d'une certaine instabilité, d'une certaine anarchie. On a vu Kamel Rezik, ministre du Commerce, qui pendant des années, soi-disant, avait des solutions sur le pouvoir d'achat, l'instabilité des tarifs, la pénurie. Parce que c'est un pays qui est en pleine crise politique, serait-ce que sur l'économie, s'il y avait réellement une fondation, une réglementation entre les commerçants, enfin quelque chose de stable à cette économie informelle. Est-ce que ça relève pas aussi de cette crise, je le disais, en politique et de politique? Ce ne sont pas les commerçants, mais c'est aussi peut-être, ça se passe encore une fois là-haut. Oui, mais tout ce que je suis en train de dire, le pouvoir, il ferme ses yeux parce que ça l'arrange. Le pouvoir ferme les yeux quand on commerce la situation des commerces en Algérie et il ferme ses yeux. Pourquoi ? Parce que ça l'arrange. Le pouvoir, ça l'arrange et le citoyen, moi je trouve vraiment inadmissible de voir quelqu'un qui se lève le matin, qui travaille, qui a déjà un salaire, qui va un jeudi ou un vendredi sur un marché, il achète quelques cajots, il prend une place, il revend. Je trouve ça inadmissible, inacceptable. Mais pourquoi le pouvoir ferme ses yeux ? Le pouvoir ferme ses yeux parce que ça l'arrange. Ça évite que les gens se regroupent et demandent du travail, etc., etc. Si vous savez, tous les gens qui travaillent dans le domaine du commerce en Algérie, dans les aswaq, sur les routes et tout ce qui s'ensuit, qui ne font rentrer aucun dinar, aucun centime aux caisses de l'Algérie, vous allez tomber par terre. Et donc là, on ferme les yeux, on laisse faire. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ça les arrange. Ils restent au pouvoir, ils n'ont pas de problème, etc. Et regardez aussi, je vous donne un autre exemple flagrant. Quand on parle de la fameuse allocation qu'on donne au chômage, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un chômeur et qu'est-ce que c'est qu'une allocation, un droit d'allocation à un chômage? C'est quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a cotisé, qui a travaillé, et pour une raison ou une autre, il se retrouve sans travail. Donc, là, on est obligé de lui donner une allocation de chômage. Mais quand quelqu'un, un universitaire qui sort de l'université, il sort de l'université, et vous lui donnez une allocation de chômage, c'est du n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils agitent. Restez avec nous. Qu'ils cherchent à acheter la paix sociale. Tout simplement, c'est pour acheter la paix sociale.
un fléau qui existait déjà du temps d'Abdelaziz Bouteflika, a pu fermer les yeux aussi. Je rappelle qu'il y a ce marché noir et dont les sujets que le pouvoir ignore totalement, c'est ce marché noir autour du change. Jamel-Din Benchenouf, carte blanche pour la dernière intervention de l'émission. Vous avez entendu pas mal de choses. Jamel-Din. Merci, Chaban. J'aimerais que tous nos journalistes, tous nos intellectuels, enfin du moins ceux qui sont intègres et qui cherchent à servir plutôt qu'à se servir, j'aimerais qu'ils essayent d'expliquer à tous ceux qui sont sous le feu nourri de la propagande, qui n'ont même pas le temps de réfléchir parce qu'ils sont bombardés nuit et jour par une propagande non seulement insidieuse, mais qui ne s'arrête jamais. Que tous les régimes prédateurs, mafiocrates, despotiques, totalitaires se ressemblent par deux choses. La première, c'est qu'ils soignent leur dehors. Ils ont des institutions, ils ont un parlement, ils ont un sénat, ils ont une justice, ils ont une presse, mais tout est faux. Tout est faux. Même les élections qui portent les gens, même au niveau local. Normalement, local, ils disent laisse les choisir qui ils veulent, on s'en fout. De toute façon, le maire m'a donné. Même le local, il y a un jeu d'influence et de pression pour faire sortir qui on veut et où la corruption joue un grand rôle. L'autre chose que les régimes font régulièrement et tout le temps, c'est de ne jamais se fâcher avec le grand protecteur qui est généralement à l'extérieur. Et là, ça n'a jamais été fait vraiment depuis 1962. Le premier qui l'a fait, c'est Tebboune. Ça veut dire que M. Tebboune, c'est pas qu'il est honnête, c'est pas que Rojla, c'est pas qu'il est fail, c'est pas que Message, puisqu'il a toujours été dans le régime. Toujours. Depuis l'âge de 25 ans, il a tout vécu dans ce régime. Il connaît ce régime mieux que personne. Il l'a fait parce que c'est un impulsif, c'est un homme qui est devenu mégalomane, qui ne contrôle pas ce qu'il dit, qui ne contrôle pas ses gestes. Il est impulsif, il est compulsif, il est spontané. Et en politique, c'est pas permis ça. Mais ça a permis aujourd'hui au peuple algérien de voir la réalité des choses, par qui il est dirigé, et ce que devient son pays, et ce qu'il risque de devenir, à Dieu ne plaise, si ce peuple ne se lève pas pacifiquement, gentiment, tranquillement, pour essayer de rétablir l'ordre dans son pays et la démocratie. Et je vous remercie. Merci Jamel-Din, il est 20h49, mais on termine exactement à l'heure. Merci à tous les deux. Merci Khalaf Saidi d'avoir été avec nous. Merci Jamel-Din. On aurait pu encore vous écouter pendant longtemps avec vos références et vos expériences et vos analyses. L'équipe en régie, merci infiniment. Dans quelques instants, vous allez retrouver Salim Salhi pour El-Oum, puis Mohamed Bachouch juste derrière. Je vous souhaite une belle soirée. Demain soir, ça sera Nassar Djoudi, mon ami et confrère. À très vite.